C'est un génie extraordinaire. Les yeux dans les yeux, le défi terrible entre Néo-Zélandais et Français sur ce haka. Oh le frisson Thierry. C'est bon, oh, c'est bon Thierry. C'est très bon ça. Alors Tiers 2. oui, à gagner. Voilà. Là, on arrive au troisième sujet qui est voilà, le rugby, 2 points, et après. Que va devenir l'équipe de France? Que va devenir le rugby? Et que vont devenir ce qu'on appelle donc les équipes du tiers 2, c'est-à-dire on sort du panier les équipes du tournoi destination et celles qui jouent le rugby championship, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Argentine. On invite le Japon et la Géorgie, et le tiers 2... Le Japon et les Fidji. Les Fidji, ouais. Le Japon et les Fidji, pardon, excusez-moi. La Géorgie est dans le tiers 2. Et quelque part, on a des équipes qui ont besoin de jouer avec les autres équipes du tiers 1. Parce que c'est en jouant avec les meilleurs au rugby qu'on progresse et on le voit clairement. Et là, aujourd'hui, voilà, il y a un arbitrage. Que va devenir le rugby à l'horizon 2027 avec une Coupe du Monde de rugby qui va se dérouler en Australie? D'accord ? Une équipe de France qui va se remobiliser, une équipe d'Afrique du Sud qui, quoi qu'il arrive, va passer sur un autre cycle. La Nouvelle-Zélande, elle aussi, a perdu quelques centurions, avec des joueurs à plus de 100 sélections. Ça va être très intéressant, mais la question, elle est beaucoup plus globale et beaucoup plus macro. Le rugby est en train de changer. On le voit, il faut des moyens pour notamment avoir le nombre de coachs, David, que tu as décrit tout à l'heure. Il faut des moyens pour pouvoir faire de l'analyse des autres équipes. Il faut avoir des moyens pour avoir des joueurs capables de reproduire sur le terrain ce genre d'utiliser la data. De data. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver avec un rugby bionique en 2027 ? Non. Pour finir sur ce que tu disais sur le marketing, moi j'ai trouvé que sur cette Coupe du Monde, on avait beaucoup plus mis en avant les égéries. Le foot le fait. Donc le Star System. Le Star System, Dupont en fait partie, Ntamak en faisait partie, il y en a d'autres qui en font partie. Je trouve que sur cette Coupe du Monde, on a vraiment... Est-ce que c'est parce qu'on est en France et qu'on l'a utilisé ? On a été plus sur le Star System et sur la mise en avant du joueur et pas de l'équipe. Mais c'est comme ça qu'on fait des audiences télé, qu'on fait des fanzones, qu'on gagne un public nouveau, exceptionnel, c'est nouveau. Dont une petite partie pourra devenir traditionnelle ou répétitive. C'est nouveau, mais ça fait partie du sport en général. Maintenant, on le fait. Mais attention, ce que dit David, c'est que, et l'Afrique du Sud nous l'a prouvé, le rugby, c'est d'abord le collectif. C'est très rare de ressortir quelqu'un. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même quand on marque un essai, on va pas exulter parce qu'on sait très bien que c'est une chaîne de valeur avec des passes, avec des regroupements, etc. et que c'est l'effort collectif. Et là, quelque part, on a voulu ressortir du lot quelques jours, notamment Antoine Dupont, mais bon, il a été meilleur joueur du monde il y a 2 ans. Quelque part, c'est pas usurpé. Mais rappelez-vous, lorsque nous avons dit que la question n'était pas de savoir s'il avait un sponsor, c'était de savoir si un sponsor n'était pas avec Antoine Dupont. Donc, on a voulu en faire, il est une star, peut-être une superstar, mais l'homme providentiel. Et ce que je remarque, c'est que les équipes qui gagnent aujourd'hui n'ont pas forcément d'homme providentiel, ils ont une équipe providentielle. Une équipe providentielle de joueurs interchangeables. Pour finir là-dessus, tu prends 2 publicités ou 2 marques différentes. Omiris, quand même été pas un sponsor. Omiris, oui, d'accord, on les voit. 3 joueurs en tête de mêlée. 3 joueurs. Volvic, 1 joueur. Donc on a changé le Star System. On change la manière de voir le rugby. C'est vrai. On prend une personne pour mettre en avant, grâce à Volvic, bien sûr Dupont, Ntamak, le petit Neurose. C'est un joueur. Mais ça vous rappelle pas quelque chose, Volvic ? Attendez, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Volvic ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, Volvic ? Volvic, c'est très simple. Première campagne avec l'équipe de France. C'est Coupe du Monde 1998, Zinedine Zidane, la chaussette, la préparation dans les vestiaires. Et quelque part, on a voulu reproduire ce Star System. Et là, on y est. Donc c'est essentiel aussi de s'appuyer sur ces joueurs-là pour aller chercher des audiences. C'est nouveau, c'est vrai. C'est pas critiqué, c'est nouveau. Non, c'est vrai. Au rugby, c'était pas ça. Ce qui est important, c'est nouveau au rugby. C'est que on parle oui, bien sûr. Donc effectivement, c'est nouveau. Il faut pas négliger le fait qu'il est très important que des gens qui ne regardent jamais le rugby sachent parfaitement qui est Antoine Dupont. Et dans ces cas-là, il faut des stars. Allons enfants, c'est
la ligne d'avant, hein. On peut pas zoomer, mais l'équipe. Là, c'est une photo de la demi-finale France-Nouvelle-Zélande 1999. On aurait pu avoir un Dupont tout seul il y a encore quelques jours. C'est vrai. Donc on a changé le paradigme. Le rugby change, mais on en parle. Il y avait déjà des stars du rugby qui portaient toute leur équipe. Wilkinson, on voyait que Wilkinson. Sur quel pub ? Là, on parle marketing. C'est lui qui va chercher la Coupe du Monde aussi. Johnny Wilkinson, champion du monde en 2003 avec l'équipe d'Angleterre. Un drop pendant les prolongations où il y avait à l'époque le point en or. Donc après le drop, le match était terminé. Effectivement, Johnny Wilkinson était l'icône de l'équipe d'Angleterre, mais pas que. Je pense à une personne qui a gagné la Coupe du monde de rugby avec l'Angleterre, c'est Johnny Wilkinson. J'entends ce que tu dis, mais pas aux autres. Après, sur la partie starification et marketing, est-ce que tu te rappelles d'une pub où Wilkinson est présent ? Moi, j'en ai pas. Là, je pense que dans quelques mois, on se rappellera que Dupont, il était avec Volvic. On se rappellera qu'Entama qui était. Il y a un changement dans le rugby. Il y a un changement. C'est vrai que Wilkinson a été le champion de l'équipe d'Angleterre sur le terrain, mais dans sa résonance, même quand il était, il faisait des pubs après. Il faisait des pubs avec la Société Générale, notamment avec la Société Générale, mais il n'était pas le seul. Et il y avait un pool de stars entre guillemets. Tout cela, les amis, tout cela amène du bonus au rugby. Ah oui. Et le foot a géré ça, puisque je crois savoir que l'équipe de France de foot, dans ses contrats avec ses sponsors, elle dit jamais de photos avec un seul joueur. Oui, c'est 3 joueurs. C'est au moins 3. C'est 3 minimum. Ça s'aménage, ça se gère. Ça n'empêche pas le contrat. Et c'est pas le même prix non plus. C'est pas le même prix non plus. Mais pour aller toucher des nouvelles audiences, du coup là, moi c'est mon. Alors parlons-en des nouvelles audiences. Pour aller toucher ces nouvelles audiences, aujourd'hui, elles vont suivre l'équipe de France parce qu'elles vont s'abonner à Antoine Dupont sur les réseaux sociaux ou à Ntamak. C'est très clair. Ils vont continuer là-dessus. Et donc, pour dire quelle va être la suite du rugby français, c'est s'ils arrivent justement à capitaliser sur cette image qui est de plus en plus positive de la France qui gagne, pas cette fois-ci. Mais bon, les Français, on aime bien aussi les perdants parce que du coup, on s'y attache et que. Bon, il y a dans le cyclisme, quand on parle de Pinot, si c'est le préféré, c'est parce qu'il perd. Là, on va fâcher Jean-Claude. Non, mais c'est l'authentisme et c'est parce qu'il est suivi sur les réseaux sociaux et il y a de l'engouement derrière. Et je pense que l'équipe de France, ils vont continuer de jouer là-dessus. Maintenant, le vrai sujet, c'est qui va pouvoir s'investir autant en équipe de France avec le changement de calendrier qui va arriver avec Rugby Nation, quelque chose comme ça. Et là, on a un joker. Et là, on a un joker. Et c'est pour ça que je suis très optimiste pour cette équipe de France. Parce que, encore une fois, c'est toujours sur des défaites cuisantes que les victoires poussent. Et là, on a un cas d'école. Il faut viser une victoire en 2027 avec des éléments supplémentaires. Les joueurs qui sont relativement jeunes seront à maturité. D'accord ? Et là, on se retrouve, l'air de rien, Jean-Claude, avec 3 générations de joueurs U20, champions du monde de rugby, avec des joueurs qui ont une qualité phénoménale, qui, eux, connaissent la gagne. Mais attention, ce qu'on voit souvent, c'est que les joueurs de U20 passent le cap top 14 équipe de France beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus d'efficacité qu'avant. Donc aujourd'hui, un joueur de U20, c'est un joueur potentiel qu'on peut visualiser en 2027. Et on le voit, si on regarde objectivement l'équipe de France. On parlait de l'avenir du jeu. Il y a déjà Belbarré. Alors, il y a Bielbarré à l'aile gauche. On sait que, l'air de rien, Winnie Antonio raccroche. Il va falloir avoir un pilier droit solide. On sait qu'on en a qui viennent des U20 et d'autres aussi qui sont dans le championnat et qui n'ont pas été pris, notamment Demba Bamba parce qu'il a eu une blessure, etc., etc. Donc on sait qu'il va falloir combler là-dessus. On doit combler aussi en numéro 5, c'est-à-dire le second ligne à droite, c'est-à-dire à fort tonnage. On a l'Australien naturalisé français, mais à fou, qui viendra combler. Donc quelque part, on voit que dans nos relatives lacunes, on peut avoir une équipe de France compétitive. Mais encore une fois, on le sait, sur le papier, ça ne veut rien dire. L'Afrique du Sud nous l'a prouvé. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'avoir 23 joueurs qui vont gagner ? 23 joueurs qui vont gagner. 23 joueurs qui vont gagner, ça ne veut pas dire forcément des substitutions d'égal à égal. Ça voudra dire aussi peut-être qu'à réfléchir à la 60e ou la 70e minute, un style de jeu avec des talents différents. Parce qu'on aura 23 joueurs qui se verront à chaque fois pendant les rassemblements, parce qu'il va y en avoir de plus en plus de rassemblements. Sauf que je pense que le top 14, ils n'ont pas très envie que tous leurs joueurs avec la nouvelle compète, peut-être. Alors là, on a un double problème. C'est que manifestement, et c'est dit
entre les lignes, l'équipe de France aura moins de moyens financiers et moins de moyens humains, en ce sens où on aura peut-être moins de coachs, mais aussi des joueurs qui seront moins disposés à venir en équipe de France. Mais attention, rappelez-vous une chose, le travail qu'a produit Fabien Galtier avec son équipe, d'accord, ça a été de ratisser large et au fur et à mesure de recentrer. Là, au moins, on part sur des acquis. On sait qu'il y a, allez, pour la Coupe du Monde 2027, 25, au minimum 26 joueurs partant sûrs, sauf blessure. Des joueurs sur le groupe actuel, qui vont prendre en expérience. Waouh! Ça veut dire qu'il reste peu de place, et hormis la blessure, on part sur des acquis. C'est-à-dire que l'équipe de France a cranté, on est une très bonne équipe mondiale, on est probablement une des meilleures équipes européennes, mais je dirais qu'on est mieux logé que l'équipe d'Irlande, parce que l'équipe d'Irlande, l'air de rien, il y a pas mal de centurions aussi qui vont raccrocher, alors que l'équipe de France n'a perdu entre guillemets que 3 joueurs. D'accord ? Donc c'est quand même très, très, très intéressant. Je ne suis pas d'un optimisme béat, mais je mettrais bien une petite pièce sur l'équipe. Mais qu'on ait tous les moyens et tous les atouts pour rester compétitif au niveau de la prochaine Coupe du Monde, c'est une évidence. Réponse en quart de finale en Australie. Ça repose tout ça sur la deuxième mi-temps d'un seul match. Pour moi qui connais bien Jean-Claude, c'est souvent la phrase qu'il prononce lorsqu'on commence le championnat de France de Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Nous sommes tous les deux supporters du Paris Saint-Germain depuis l'époque où on payait son billet en anciens francs, voyez-vous. Et la phrase et la phrase de Jean-Claude à l'entame du championnat, c'est de dire moi je ne regarde rien, tout se fera pendant les quarts de finale de Champions League. Et ça commence au quart de finale pour les grands. Pour compléter. Oui, mais après, le Paris Saint-Germain n'arrive pas toujours en quart de finale. C'est justement, c'est bien pour ça. Exactement. Pour ça que... Donc ça évite les palabres. Souvent, pour ça David. Non, pour compléter vos propos, je pense qu'il y aura toujours cette dualité Fédé-Ligue qui a commencé à disparaître un petit peu avec ce qu'a fait Fabien Galtier. Je pense que tout le monde a commencé à mettre dans le même panier pour que l'équipe de France soit compétitive. Oui. Maintenant, est-ce que on va espérer que oui, ces deux entités vont continuer à jouer le jeu pour que dans 4 ans, on soit dans cette compétition pas malsaine, mais positive. D'ailleurs, on l'a vu, le top 14, pendant un mois, ils se sont arrêtés. Bon, on voit quand même que le top 14 dans le classement, c'est quand même assez bizarre pour l'instant. Enfin, il y a des belles équipes qui sont devant, d'autres, on se dit tiens, ils sont... Comme de vous à moi, faire une compétition de top 14 qui commence pendant une Coupe du Monde de rugby et qui reprend alors que les joueurs ne peuvent pas revenir, c'est complètement ubuesque. Mais encore une fois, il nous manque, on le sait, 4 à 5 semaines dans l'année au rugby. Oui, et puis tu as un autre problème là, c'est que tu as les JO. Donc les JO, au mois de mai, c'est fini, donc tu as encore cette difficulté qui fait. Mais c'est vrai que si la Fédé et la Ligue arrivent à s'entendre comme ils l'ont fait là pendant 4 ans pour permettre à Galtier d'avoir des joueurs, de les tester, de les éprouver et de continuer à les faire performer, on peut effectivement avoir des chances en Australie. Mais je laisse ma pièce sur l'Australie. Dans 4 ans, ils seront là et ils vont nous faire mal. Probablement. Et cette nouvelle compétition est une invention phénoménale pour enfin remplacer ce système de tournée. Alors on en parle s'il vous plaît. En 2026, il y aura une nouvelle compétition. Il se trouve que c'est vrai qu'avant la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu la première fois en 1987, il n'y avait aucun match qui était comptabilisé comme étant un match officiel. Il y avait des test matchs, il y avait des matchs du tournoi des 5 nations, mais il n'y avait pas, et c'était un peu l'esprit du rugby, de classement, de classification. Et là, c'est vrai qu'entre les deux Coupes du Monde, le World Rugby, et cela commencera dès 2026, au lieu d'avoir les test matchs où nous recevons les équipes de l'hémisphère sud entre octobre et novembre, et où lorsque nous allons en hémisphère sud en juin et en juillet, nous allons faire des compétitions, d'abord en hémisphère nord et ensuite en hémisphère sud, qui seront comptabilisées, bien sûr, qui seront dans le classement World Rugby, et où il y aura un petit titre mondial. Il y aura un trophée, ce sera une compétition. Voilà. Une compétition. Alors pour ou contre Ah ben totalement pour. Une compétition où tout le monde partira à armes égales et où, d'après le calendrier, ce que j'ai compris du calendrier, les équipes joueront en fonction du calendrier de leur hémisphère. C'est-à-dire, on ne va pas faire les pimpins fin juillet alors qu'on a déjà toute la saison dans les pattes. On jouera au bon moment de notre saison. Tout à fait. Alors que l'hémisphère... Les autres aussi. Voilà. 100% pour. Et puis au moins, on aura des tests matchs véridiques, on verra les équipes, on pourra aller chercher de la data, on en a parlé. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on cherche tout ça, et puis on pourra éprouver certains joueurs, tester des éléments. Donc 100% positif, c'est la préparation. Une compétition, ce sera un vrai titre. Ouais, exactement. Mais la problématique de ça, c'est que ça ne va pas aider les plus petites nations non plus
à devenir meilleures. Elles vont jouer un petit plus souvent entre elles, etc. Alors merci Edouard pour cette intervention, parce que ce serait bien justement qu'on termine sur... Nous, on va rester entre l'élite. On va rester entre l'élite. Au pire des cas, on jouera les Fidji, on jouera le Japon, on jouera l'Italie. Ouais. Mais ce qu'il faudrait, c'est que la Géorgie, elle puisse jouer l'Italie, qu'elle puisse essayer d'avoir aussi une place pour aller taper des gros. Et là, on va se retrouver dans la même situation où il va y avoir l'élite d'un côté, les autres. Le Portugal, l'Espagne, ils vont pas beaucoup plus jouer. On n'est pas prêt d'avoir Pakistan, Guatemala. Ça, c'est sûr. Mais même, il y a plein de nations qui sont en train de revenir. En Afrique, on a l'impression qu'à part la Namibie et l'Afrique du Sud, il n'y a aucune nation qui peut arriver. L'Algérie, ça fait des années qu'ils essaient de se battre, ils n'arriveront jamais à monter. L'Algérie, ceux qui les ont vus, c'est assez question des poules et des qualifs. Ceux qui ont vu l'Algérie ont déjà vu que c'était largement supérieur à la Namibie, par exemple. Oui, mais pourtant, on les verra pas beaucoup plus en fait, dans la Coupe du Monde, parce que ça reste élitiste. Ce qui aurait été marrant, c'est de faire ce classement, c'est ça, mais avec 3 tiers peut-être. Ou au moins comme ça, dans le 2e tiers, on allait avoir les meilleurs du 3 et les moins bons du 1 qui allaient être ensemble. Bon, après, ça veut dire qu'on resterait toujours ensemble en 1, mais on aurait peut-être l'Écosse, le Pays de Galles qui pourrait descendre de temps en temps et jouer contre le Portugal. Alors que là, il n'y aura rien. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le rugby, souvent en opposition avec d'autres sports, c'est toujours un psychodrame. Un psychodrame pour les organisations des compétitions, un psychodrame pour les règles, un psychodrame pour le nombre de joueurs, un psychodrame pour le nombre de matchs que l'on doit jouer. Pour la récupération. D'accord. Pour la récupération, vu qu'au foot, on peut jouer une fois tous les 3-4 jours avec un peu de courbature. Au rugby, c'est impossible, il y a un match par semaine, etc. Donc, on se retrouve au 21e siècle avec un sport très professionnel où, encore une fois, on le voit avec les scores télé. C'est un succès mondial et qui pourtant a du mal à incorporer de nouvelles équipes, ce qu'a réussi à faire le football. Mais encore une fois, les règles du football font que parfois le meilleur ne gagne pas et font que parfois on peut gagner alors qu'on est amateur et qu'on joue contre des professionnels. On est dans la même structure que le handball. Si on regarde un peu, le hand, c'est pareil. Le hand, c'est vrai que le hand, c'est un sport de préau. C'est plutôt à l'origine, c'est plutôt un sport européen, voire nordique, en tout cas, un sport qui se joue en hiver, qui est pas tellement développé dans les pays américains, un petit peu sud-américains avec l'Argentine, mais ça s'arrête là. D'accord, c'est vrai. La France, dans les années 90, est passée au niveau mondial de niveau 3 à niveau 1. Bien sûr. Au handball, ça c'est certain. Ça c'est certain. En tout cas, là aujourd'hui, en se disant après cette Coupe du Monde, on imagine le rugby. Comment sera-t-il développé? Comment sera-t-il implanté? Eh bien, on aura l'occasion d'en discuter, je l'espère, parce que entre-temps, l'émission After Rugby sur Twitch avec la Sports Management School passera peut-être avec un before des Jeux Olympiques, parce que Paris 2024, c'est demain. N'oublions pas une chose, c'est que il y aura une équipe de France de rugby à 7 aux Jeux Olympiques, avec Antoine Dupont et peut-être avec d'autres stars entre guillemets de l'équipe de France. Donc on en salive à l'avance. Ce sera donc la bonne occasion pour transmettre le relais aux prochaines émissions Twitch qui auront lieu dès le mois prochain. Messieurs,